Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans la chaîne où on fait découvrir les intellectuels, les grands hommes. Aujourd'hui, à nouveau, comme je vous ai promis, j'ai sonné chez monsieur Bangoura Rigobert Panival. Bonjour messieurs. Bonjour Monsieur Thomas. Voilà. Aujourd'hui, je suis à nouveau chez vous, comme j'ai promis à mes milliers d'auditeurs qui me suivent sur ma chaîne YouTube, pour vous poser quelques questions par votre permission, Monsieur Bangoura. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux dire sinon que le plaisir est pour moi de vous recevoir à la maison. La première fille la bonne et la seconde, ce n'est que pure merveille. Donc, je vous reçois avec un cœur rempli de joie, Monsieur Thomas, ce samedi. Monsieur Bangoura, le 5 septembre 2021, la Guinée a connu un changement de régime par un coup d'État de la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, un ex-légionnaire de la France qui est devenu aujourd'hui l'homme d'État guinéen. Ma question c'est de savoir, Monsieur Bangoura, avec vous, quelle analyse apporteriez-vous de cette situation? Très bien, Monsieur Thomas. Je m'en vais répondre à votre question, et bien avant cela, je me présente. Je suis Rigobert Panival Bangoura, président du MNG, Mouvement National Guinéen, un mouvement qui se met en place pour fédérer toutes les intelligences. C'est là le but du mouvement. Pour revenir à votre question, à savoir quelle est mon analyse portée sur le pouvoir en place. Ce que je vais commencer par définir, c'est d'abord le pouvoir. Le pouvoir, il faut que les uns et les autres comprennent que par sa définition, c'est un contrat qui lie les individus avec l'État. Tout ça à travers le monde. Mais lorsqu'on regarde de près ou de loin ce qui se passe dans notre chère patrie, la Guinée, tel n'est pas le cas. Parce qu'un contrat, c'est les individus, les uns et les autres, voire la population, qui choisissent leur chef. Mais depuis le 5, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État en Guinée, lors de l'avènement du CNRD, qui a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Le but de ce coup d'État, chacun de nous peut porter l'analyse là-dessus. Et les différentes analyses, chacun, de près ou de loin, est libre de porter son regard. La question que je m'avais vous poser, M. Thomas, à savoir le contrat qui lie les individus et l'État, est-ce, quand vous regardez à travers le monde, est-ce que ce contrat est respecté par les nations? Ben, pas tout à fait respecté, je sais. Je suis conscient que ce contrat n'est pas tout à fait respecté, hein, oui. Ok. Donc, nous, personnellement, quand on regarde l'Afrique, mais plus particulièrement la Guinée, d'aucuns te diront que ce contrat n'est pas respecté parce qu'il y a eu telle ou telle chose, les événements, on peut en citer plusieurs. Mais ce dont on est témoin, ou ce dont on peut vraiment porter une analyse vraie ou fondée, ce qui a poussé le gouvernement actuel à faire le coup d'État, je pense que c'est dû à beaucoup de mots qui ont gangréné notre société et qui continuent encore. Et ça, on peut commencer à dater des événements de Lansana Conté, Dadis, Konaté, Alpha Condé, ce qui beaucoup de personnes ont eu à porter l'espoir, faisant croire aux uns aux autres que c'est les civils qui peuvent faire l'affaire d'une nation. En oubliant que quand tu regardes, moi ça me fait rire au fait, parce qu'en oubliant quand tu regardes à travers le monde, les grands hommes qui ont fait, bâti les socles de chaque État, en gros de beaucoup d'États, je dirais, ce fut des militaires.
la France où on vit, si on prend, nul ne doute que les grands hommes qui sont passés par la République française, l'incontesté, c'est Charles de Gaulle, qui d'ailleurs a une histoire avec la Guinée, parce que c'est à travers ce général qu'au 28 septembre et le 2 octobre 58, la Guinée a dit non à la France. Donc c'est fait militaire, c'est un exemple. Deuxième exemple aujourd'hui. Tout le monde court après la Russie. Quand on regarde, qui est-ce qui est là-bas? C'est Vladimir Poutine. Poutine, c'est qui? C'est pas un civil. La Chine, qui est une grande nation aujourd'hui, l'une des plus grandes puissances, pour ne pas dire la première, qui est-ce qui est là? C'était militaire. Kim Jong-un, il a fait l'armée aussi. Et les gens ne se demandent même pas comment ces gens-là, qui sont militaires, ont fait pour bâtir le socle de développement ou bien les bonnes bases pour éviter ce qui se passe à répétition chez nous en Afrique particulièrement et en Guinée, pour ne pas dire. Le cas de la Guinée nous intéresse à tous les fils de la Guinée. Ce cas nous interpelle. Mais si l'on revient, M. Thomas, tu regardes la Guinée, ce coup d'État n'est pas fortuit. Même ceux qui ont fait le coup d'État étaient dans le système, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, les maux dont souffrait ou souffre la Guinée, il y a eu une élite qui s'est levée un matin pour dire, écoutez, on arrête tout ça, on reprend à zéro. Donc, le pouvoir étant un contrat entre les individus et l'État, n'est pas respecté dans le sens vrai. Mais, si l'on se donne le temps de bien observer, de bien se poser, de se regarder en face, il faut toujours qu'il y ait un point de départ pour toute chose. Sinon, on sera toujours dans un coup d'État, on sortira de ce coup d'État, un autre viendra, ça sera un autre coup d'État, et ainsi de suite. Ce sera un recommencement éternel. C'est à ça qu'on doit éviter. Ok, monsieur Bangoura, si je comprends bien, donc je voulais savoir, pour éviter tous ces coups d'État à répétition, que doit faire l'État face à sa population, monsieur Bangoura? Très bonne question, monsieur Thomas. L'État, pour éviter tous ces problèmes de coups d'État à répétition, c'est aussi simple que ça. Dites-moi, quand il y a confiance entre toi et quelqu'un, est-ce que tu trahirais la personne? Pas du tout. Mais exactement, tu as répondu à ma question. Mais pour aller un peu au-delà de ça, je m'en vais vous t'expliquer simplement, pour que naisse la confiance entre État et population, il faut nécessairement passer par des canaux. Il y a des canaux sur lesquels il faut passer, qui servent d'embryon, qui servent de lien entre l'État et la population. Son apprentissage passe nécessairement par les communautés, les familles, l'école, l'université, les religions, dans l'armée elle-même. Tous ces éléments cités doivent être un levier, un socle pour que naisse la confiance. Un citoyen ne doit pas voir un militaire comme étant son ennemi. De la même façon, l'on traite l'imam ou le prêtre qui nous prêche la bonne parole de Dieu, c'est comme ça que la confiance doit régir entre la population et l'État. Et ce qui nous amène à tout ça, ce manque de confiance criard qui existe entre la population et l'État, chez nous c'est flagrant. Tu vas voir un citoyen qui est nommé hier ou avant-hier, qui n'avait rien, en gros, on n'est pas contre que quelqu'un soit nommé, ou qui jouit des privilèges du pouvoir. Non, pas du tout. Il y a toujours cette différence. Mais il n'est pas dit d'aller narguer les gens matin, midi, soir. L'enrichissement illicite, la mauvaise gestion du denier public qui appartient à tout le monde, la signature des contrats
qui bénéficient à un noyau ou des comptes qui sont ouverts à gauche, à droite, tout ça, ça prend du temps. Mais au final, la population, surtout à l'heure actuelle, les gens se rendent compte de ce qui se passe. Avant, c'était caché parce qu'il n'y avait pas, comment on appelle, la technologie était juste pour 2 ou 3 personnes. Hein? Et au XXIe siècle, la preuve, on est là, on est en train de discuter tranquillement, on parle, et c'est des milliers de personnes qui, à travers cette vidéo, vont écouter ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi l'on est assigné à être honnête sur ce qu'on dit. On n'est pas là pour attiser la haine, pour accuser qui que ce soit. Mais quand on faillit à certains de nos principes simples de gestion, ça crée ce que ça crée. On se retrouve là. Pour remédier à ça, l'exécutif doit et a l'obligation de jouer à la transparence. Ça, c'est ce qu'il faut. Ok, encore Monsieur Bangoura. Donc, peut-être ma toute dernière question, c'est de savoir, notre premier président Ahmed Sékou Touré disait ceci. La Guinée, c'est un pays riche dont les habitants sont pauvres. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour changer la donne, que la Guinée, les habitants deviennent aussi riches autant que le pays, c'est-à-dire? Très bonne question, Monsieur Thomas. Je suis très à l'aise en répondant à votre question concernant ce qu'a dit notre président, qui nous a tout donné en gros, malgré les critiques qui peuvent sortir de gauche à droite. Moi, je me dis, pour qu'une nation existe, il faut d'abord sa liberté, son indépendance. Et je crois que M. Ahmed Sékou Touré, avec ses compagnons, ont réussi à faire cela. Il a fallu simplement qu'il y ait ce qu'on appelle la concrétisation ou la matérialisation de ce qui nous a laissé comme acquis. À travers la génération et les générations qui ont suivi, bien sûr. Mais la Guinée est très très riche. C'est un secret pour personne. Personne, j'ai dit. La Guinée est très 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 riche. Les citoyens guinéens ne devaient même pas sortir de la Guinée pour aller, comme on voit aujourd'hui, prendre la mer, l'océan, sortir en aventure. C'est d'autres personnes qui devaient venir chez nous en Guinée. Mais pour que la population, moi je m'accentue sur la jeunesse, pour que la jeunesse devienne riche, il faut forcément que l'État pose des jalons. On a parlé tout à l'heure de la confiance. Il faut investir dans la jeunesse. Comment investir dans la jeunesse? C'est en créant des écoles. Il n'est pas dit que c'est tout le monde qui va faire les études supérieures jusqu'à l'université, aller jusqu'à master, je ne sais pas, avoir le doctorat et tout ça. Non. On le voit ici. Hein. Il y a beaucoup de centres de formation pour adultes. Tu as fait ce métier, tu en as ras-le-bol, tu changes de par tes compétences acquises dans tel domaine. On fait ce qu'on appelle des similitudes pour t'orienter dans un autre domaine. Et l'État construit des classes ou des écoles où il va y avoir un effectif pléthorique. Les enseignants ne sont pas bien formés, pour commencer. Quelques enseignants ne sont pas bien formés, bien sûr. Parce que moi qui te parle, je suis un cadre aussi d'un renseignement. Mais il y a certains qui ne sont pas formés, ou qui sont, s'ils sont formés, ils sont très mal payés. Donc, la transmission n'est pas bonne en ce niveau. Parce que pour que quelqu'un puisse transmettre les valeurs ou les connaissances à cette personne, il faut impérativement, forcément, qu'elle soit à l'aise, qu'elle n'ait pas de soucis, qu'elle n'ait pas de maux de ventre en se levant le matin pour aller donner des connaissances aux enfants. Donc, il faut investir dans la jeunesse en passant forcément ou nécessairement par l'école. Les écoles professionnelles doivent être en abondance, c'est-à-dire dans toutes les régions de la Guinée. Dans toutes les régions de la Guinée. Il faut décongestionner le pouvoir. Le maire doit faire sa part. Le sous-préfet doit faire sa part. Le préfet doit faire sa part. Le gouverneur, tout le monde doit faire sa part. Mais sans oublier quoi? Le mot-clé, la transparence.
éduquer les enfants, c'est la meilleure richesse. Donner des connaissances aux jeunes, c'est la meilleure richesse. Parce que sans ça, tu ne peux pas développer les ressources naturelles que Dieu a données à la Guinée. Tu ne pourras pas, M. Thomas. Tu ne pourras pas développer la Guinée sans que ces jeunes-là n'aient pas des connaissances de base. Tu ne peux pas. Donc, d'abord, l'élément premier, c'est l'instruction. Diversifier les horizons, les compétences de chacun. Comme j'aime le dire souvent, chacun de nous est doté d'une étoile que nul ne peut éteindre. Mais pour que ces différentes étoiles brillent, il faut forcément donner la chance à chacun dans la société pour faire briller l'étoile. Les maçons, les gens qui se lèvent le matin et qui se disent maçons, écoutez, il faut performer leur façon de faire. Ceux qui sortent de l'école, qui sont des ingénieurs, donnez-leur la chance, donnez-leur les outils nécessaires. C'est d'ailleurs nous, le but du mouvement, c'est ça. Je te dis, en amont, que le MNG, son but, c'est de fédérer toutes les intelligences. Toutes les intelligences, afin que la jeunesse guinéenne puisse se former, ou ceux qui sont déjà formés, puissent fédérer à ce mouvement, pour que demain ou après-demain, nous puissions vraiment gérer, mais de manière ou de façon méthodique, les ressources naturelles que regorge notre pays. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Donc, si tu me poses la question à savoir ce qu'a dit notre président Ahmed Sékou Touré, que toi et moi, on n'a pas eu la chance de connaître, bien sûr, mais qui nous a légué un héritage lourd, mais de dignité de la personne. Je peux parler par là de notre indépendance. Je crois forcément qu'il faut passer par l'éducation, la formation des jeunes. La formation des jeunes, j'insiste là-dessus. Si les jeunes ne sont pas formés, c'est d'autres qui sont formés ailleurs qui viendront montrer les compétences ou exploiter ce qu'on a. J'insistais sur la formation tout à l'heure, M. Thomas, parce que pour moi, c'est un socle de développement. Si les jeunes sont mal formés, de quelques secteurs que ce soit, ça deviendra un problème pour la nation. Mais imaginez que tous ces jeunes soient formés dans divers domaines, à savoir l'agriculture, à savoir l'élevage. Parce que d'aucuns ont tendance à oublier que ces éléments, l'agriculture, c'est un élément de base fondamental pour le développement. Mais n'importe qui ne peut pas faire l'agriculture. Il y a des connaissances de base qu'il faut avoir pour faire l'agriculture. L'élevage, pareil. Si nos cadres, nos jeunes sont formés dans différentes écoles, universités, qui l'État lui-même a leur égard privé dessus, ça peut marcher. Ça nous permettra de lutter contre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ça nous évitera beaucoup de choses, à savoir importer du riz. Deux fois, on entend en Afrique que tel riz venant de tel pays, c'est un riz qui est déjà périmé. Tout ça, ça nous éviterait des maladies. L'importation de beaucoup de denrées de première nécessité. Quand on regarde le potentiel de la Guinée, on n'a pas besoin d'aller loin. Tout ce qu'il faut, c'est de mutualiser les forces envers les jeunes. Les jeunes sont valides. C'est envers ces jeunes-là qui se trouvent dans les fins fonds de villages pour éviter ce qu'on appelle l'exode rural de ces villages à la capitale. Mais aujourd'hui, si tu pars en Guinée, des dires de beaucoup de personnes, les villages sont déserts. Plus de jeunes, chacun vient à la capitale pour chercher quoi? L'argent, l'argent, l'argent. Du coup, le potentiel de chaque région n'est pas exploité. La basse Guinée seulement peut nourrir toute la région ouest africaine. Si l'agriculture est mécanisée. Quand on part en Moyenne Guinée, où on peut développer l'élevage, écoute, on peut développer ce secteur. On peut même devenir le premier en exportation. Tout ce qu'il y a comme viande et autres. On part en Haute-Guinée, on développe encore le potentiel que regorge cette région.
On quitte là-bas, on part à Guinée forestière. Mais écoute, un pauvre ne peut pas faire l'agriculture, monsieur Thomas. Il faut mécaniser ce secteur, qui est pour moi une base de développement pour non seulement en Afrique, mais la Guinée. Dans le cas général, si tu prends les pays africains, on a tendance, déjà, c'est ce que croient les Occidentaux, on est des mendiants, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle de recommencement éternel de nos pratiques. Parce que l'État ne pense qu'à un noyau, au lieu de diversifier les ressources, les moyens techniques pour développer les secteurs primaires qui peuvent faire avancer le pays. Il suffit juste qu'on découvre le pétrole, la bauxite ou l'uranium, l'or quelque part. Tout le monde est arrivé à ça. Parce que, pourquoi? Parce que ce qui sont en place, ils vont vouloir signer quoi? Des contrats fallacieux, des contrats qui ne bénéficient pas à l'État pour s'enrichir. Et quand ils ne sont pas là, demain, le pays est endetté. Moi, je ne pense pas que nos ressources naturelles, c'est l'élément de base. Non, je ne pense pas comme ça. Je penserais plutôt au développement des secteurs primaires dont je t'ai cité, l'agriculture, l'élevage, industrialiser ces secteurs-là. Mais cela passe nécessairement par la formation, qui est l'élément clé. Et en fonction de ça, on essaie de dispatcher les jeunes dans les différentes régions naturelles pour pouvoir faire les choses. Si on est autosuffisant, on contrôle ce qu'on mange, je pense que là, le développement peut commencer. Mais si l'on ne contrôle pas ce qu'on mange, M. Thomas, ce qu'on met dans notre assiette, comme disait Thomas Sankara, qu'il ne faut pas aller regarder loin. La colonisation, c'est ce qui se trouve dans notre assiette, le disait le grand Sankara. Donc, il faut qu'on commence par lutter d'abord, ou il faut qu'on commence par mécaniser ces secteurs-là. Et après, une fois que les jeunes seront formés, on peut s'intéresser maintenant à nos ressources, comme l'a fait le premier régime. Je pense qu'autant Sékou Touré, même si on n'a pas vécu ce régime, mais il n'y a pas eu cette anarchie d'exploitation à ciel ouvert de nos ressources. Et qui, quand on demande, on se dit, écoute, les contrats sont signés par tel ou tel, et on se retrouve, l'argent va où? On ne sait même pas. Il n'y a pas de route, des hôpitaux où il n'y en a pas. Les jeunes cadres qui sont très bien formés, quelques-uns qui sont formés à travers le monde ou qui sont formés en Guinée, le diplôme n'est pas valorisé parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité ou la chance. Tout ça, c'est des problèmes. Il faut valoriser ces secteurs-là, valoriser le diplôme guinéen, faire comprendre aux jeunes que quand tu sors après ton diplôme, tu dois être là. Voilà ce qui t'attend. Mais il n'est pas nécessairement que tout le monde doit passer par l'université. Les écoles professionnelles doivent être, pour moi, une priorité et de manière pléthorique dans toutes les régions naturelles de la Guinée. Et c'est à travers ces écoles-là, c'est à travers ces connaissances-là qu'on aura beaucoup d'entrepreneurs, qu'on aura beaucoup de jeunes qui vont essayer de développer le pays. Mais sans ça, on ne peut pas avancer. Si l'on veut sauter les étapes, le pays ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. Il y a des gens qui ont besoin juste d'être accompagnés dans leur projet pour pouvoir développer les pays. Il y a d'autres qui n'ont même pas besoin d'être à la fonction publique. Mais toutes ces personnes-là ont besoin juste d'être accompagnées, comme je dis tantôt, pour mettre leur talent ou leur savoir-faire à d'autres jeunes qui viendront travailler dans leur secteur privé, dans leur domaine. Donc, ne brûlons pas les étapes. Ok, monsieur Bangoura Rigobert Panival, de tout ce que vous venez de dire, c'est beau à entendre. Moi, j'ai envie de faire des livres parce que là, vous êtes hyper expérimenté dans vos propos. Donc, mais pour moi, c'est quelque chose que je peux penser comme une mission impossible. Car vous venez de dire qu'il faut la confiance, il faut les écoles, il faut le développement du secteur primaire. Tout cela, c'est beau à entendre. Mais vu l'insécurité que moi je vois de loin de la Guinée, c'est possible de les mettre en place dans un pays où règne l'insécurité, monsieur Bangoura. Très bien, monsieur Thomas. Pour répondre à votre question, je m'en vais vous dire, on a commencé par parler de la confiance. La confiance ne s'établit pas du jour au lendemain. Et quand il y a eu la confiance entre l'État, c'est-à-dire les gouvernés et les gouvernants, dès qu'il y a cette confiance, dis-toi qu'on va se retrouver dans un environnement où il y a la paix.
Et quand il y a la paix, qui parle de paix parle forcément, nécessairement de la sécurité. Donc, qui parle d'éducation, parle forcément, la jeunesse est occupée. Qui parle d'école professionnelle pour mettre en avant les atouts des uns et des autres, parle forcément de l'occupation de la jeunesse. Donc, il faut commencer par occuper les jeunes. Il faut commencer par créer. J'ai peut-être dit tout à l'heure que les gens se réveillent le matin, ils vont jusqu'au lycée. Pour eux, ils ont perdu leur vie. Ils se disent non, mais moi j'ai échoué, je ne peux plus continuer. Non. J'ai commencé par dire il n'est pas donné à tout le monde de faire des études supérieures, aller jusqu'à master, aller jusqu'à faire son doctorat, son PhD comme certains pourront. Mais c'est là où l'État doit s'impliquer pour récupérer ces jeunes-là, leur donner la base. D'autres peuvent devenir des maçons, des carreleurs, des peintres, des artistes, tout ce que tu veux. Ces éléments-là, une fois fusionnés, pourront être un élément de base pour le développement d'une nation. Et quand tout le monde est occupé, tu penses que les gens vont se lever et aller agresser telle ou telle personne, aller brigander ou cambrioler les boutiques des uns et des autres, aller voler chez tel ou tel? Non. 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 J'ai dit non. Je m'inscris en faux dans ce sens-là. Si les jeunes sont bien formés, ils sont occupés, tu te lèves le matin, tu fermes ta porte pour aller travailler, tu n'as pas le temps à aller faire quoi que ce soit. Mais l'État a démissionné, parce que pour l'État, c'est quoi? On est là, on signe des contrats, on fait ce qu'on a à faire, on continue. Donc l'insécurité, ils s'en foutent éperdument, c'est pas leur élément premier. La sécurité des uns et des autres, des opérateurs économiques, des investisseurs. Écoute, l'argent n'est pas le premier. L'argent ne vient jamais dans un endroit. Les affaires côtoient toujours un environnement calme. Si l'environnement est calme, propice, pas de bruit, dis-toi forcément qu'il y aura des investisseurs qui vont venir de par le monde, venir investir chez toi. Toi, tu es en France, tu as des contacts ici. D'autres veulent venir visiter en Guinée, un simple touriste. Mais est-ce qu'ils vont venir quand ils entendent de par les médias interposés qu'il y a ça, qu'il y a un coup d'État, les institutions ne sont pas respectées, on n'est pas dans l'ordre constitutionnel? Non. Les bailleurs de fonds ne viennent pas investir, messieurs. Tous ces éléments-là, il faut que l'État soit sérieux. Si l'État est sérieux, parce que l'homme qui représente l'État, si cet homme est un bon leader, la population ne fera que suivre. Et à travers lui, il y aura ce qu'on appelle le développement. Bien sûr, en respectant les règles de base simples de nos textes et lois rédigés pour signer des contrats avec ceux qui viendront d'ailleurs. Si cela est fait, rassure-toi, M. Thomas, que le pays peut décoller. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de banditisme. Mais aujourd'hui, toi qui es en France, un autre exemple que je vais te donner, tu rentres en Guinée, tu as peur même de sortir. Pourquoi? Parce que les jeunes vont te regarder, ils sauront que tu n'étais pas en Guinée pendant un moment, alors que c'est chez toi. La peur que tu auras dans le ventre, c'est est-ce que si je sors, je ne vais pas être victime de telle ou telle chose? On entend des choses en Guinée des fois qui, franchement, ça donne des maux de ventre en fait. Des kidnappings, des choses qui n'existaient pas avant. Le banditisme à grande échelle. Tout ça n'existait pas avant. Oui, c'est pourquoi, monsieur Bangoura, moi je suis d'accord avec vous, ces jeunes qui font ces actes, hein, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. Évidemment. Quand on n'est pas occupé, je te dis, quand on n'est pas occupé, Ouais. Le cerveau de l'homme doit être en perpétuel mouvement en fait. C'est pas une nappe d'eau stagnante. Le cerveau a besoin d'être en mouvement, d'être connecté à beaucoup de choses.
quand on est occupé, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est vrai. Il faut que la jeunesse travaille. Il faut qu'on prépare la relève. Si la relève n'est pas préparée, et bien évidemment, on se retrouvera, M. Thomas. C'est d'où votre mouvement, le MNG. Écoutez, le MNG, comme j'ai dit dans notre précédente vidéo, le MNG, j'invite les jeunes à garder espoir, à comprendre que quand on a fait un diagnostic mais très profond de la situation sociopolitique de la Guinée, on a compris qu'il y a des maux qui gangrènent notre société. Tant que ces mots-là ne sont pas corrigés, et tant que les éléments de base ne sont pas posés, le mettre à un président demain en Guinée, même si on fait des élections entre guillemets transparentes pour placer un président, il y aura toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Il ne faut jamais brûler les étapes. Une nation, c'est comme une maison. Ça ne se construit pas. Tout de suite, tu viens, tu poses des briques parce que la surface est plane et horizontale. Non. Il faut poser un bon soubassement. Si tel n'est pas le cas, quoi que vous fassiez, il suffit juste d'un petit vent, la maison s'écroule. Donc une nation doit être bâtie dans ce sens-là. C'est pourquoi l'une des choses, Monsieur Bangoua, que j'ai aimé dans votre mouvement, moi qui m'a vraiment inspiré, c'est la méritocratie. Eh bien, la méritocratie, pour moi, c'est notre credo, en fait. Moi qui te parle, je ne dirais pas que je connais tout, mais si je dis ça, c'est comme si, voilà. Non. Même les prophètes, les envoyés de Dieu, d'accord, ces gens-là, à savoir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le Christ Jésus, rassure-toi, ils ont été éclairés par celui qui les a envoyés. Donc, nous, en tant qu'humains, si on fusionne les compétences de X, Y, Z, ça ne fait que bénéficier au royaume. Mais si l'on reste par manque d'humilité, à dire que je connais tout, je sais tout faire, ça ne peut pas marcher. Pour moi, le développement, ça commence par la base. Chaque citoyen guinéen, qu'il soit dans un village, qu'il ait eu la chance d'aller à l'école ou pas, a une compétence à mettre pour la nation. Mais il faut aller à la rencontre de ces jeunes-là, leur demander quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire, ou qu'est-ce que tu peux faire. Une fois le diagnostic est fait, écoute, il faut créer les conditions pour que ces jeunes-là aillent se former. D'où la création, pour moi, les écoles, les universités et autres, c'est une trahison quelque part, tu vois. Il faut créer beaucoup d'écoles professionnelles, Parce que s'il faut construire aujourd'hui, par exemple, un palais en Guinée, et que par après, il faut aller chercher des ingénieurs, je ne sais pas, dans d'autres pays. Moi, je trouve ça trahir la jeunesse guinéenne. Ou s'il faut faire un pont, par exemple, sur notre fleuve, le Fatala, où on connaît bien, Oufa, il faut faire appel à d'autres ingénieurs, alors qu'il y a des ingénieurs en Guinée. Voire même dans notre famille, il y en a quelques-uns qui sont bons. Je connais des maisons qui est très très bon, qui est un bon ingénieur, mais te faire un pont, il va te le faire. Mais s'il n'a pas de moins, qu'est-ce qui va sommeiller en lui? C'est les connaissances. Les connaissances sommeillent en lui et finalement, il ne peut pas apporter quelque chose à l'État. Donc, j'insiste là-dessus, il faut occuper la jeunesse, créer un climat de confiance, lutter contre l'insécurité. Il ne faudrait pas que l'armée, à chaque fois qu'elle se déplace, que la population les regarde avec un œil de faïence. Non, il faut qu'il y ait... Parce que ceux qui sont dans l'armée, c'est des personnes, c'est des pères de famille. Quand ils enlèvent la tenue, viennent à la maison, ils côtoient des civils, des citoyens, non? Ben oui. Oui. Voilà. Donc, il faudrait que la population arrive à ne pas arrive à regarder les militaires, mais avec un regard de complicité. J'ai dit la dernière fois qu'il faut que chaque Guinéen devienne un policier, un gendarme, un militaire. Pour qui? Pour la nation guinéenne. Le patriotisme doit être notre clé de voûte pour la Guinée. Si c'est enseigné dans des écoles, dans les familles,
dans toutes les communautés, du toit qu'on peut avancer. Voilà. Mais sans la paix, la confiance entre État et peuple, avec ce qui se passe en Guinée, les affaires, les opérateurs, les investisseurs ne viendront pas. Parce que c'est d'abord la sécurité personnelle et après les autres. Si l'on ne se sent pas en sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, monsieur Thomas. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la conclusion de notre débat avec ce grand homme, monsieur Bangoura Rigobert Panival, qui nous a fait un bon débat riche en amont et en aval. Auditeurs, auditrices, vous êtes très fiers, vous nous sollicitez nuit et jour pour savoir un tout petit peu sur concernant le MNG qui est créé, dont on a aujourd'hui le président fondateur, monsieur Bangoura Rigobert Panival. Alors, monsieur Bangoura, quel est votre dernier mot à l'encontre de mes auditeurs et à la population guinéenne pour notre deuxième séance de vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure notre débat du jour? Je m'en vais d'abord commencer par vous remercier, monsieur Thomas, d'avoir pris de votre temps et passer à la maison pour cette entrevue. Et pour moi, le plaisir reste et sera toujours de vous voir pour échanger sur les problèmes que traverse notre pays. Cela se fera dans la franchise, en toute honnêteté, sans extrapoler sur les éléments dont on n'a pas la maîtrise, bien sûr. Et je m'en vais d'abord vous remercier et remercier une fois encore vos auditeurs et auditrices qui suivent votre page via Facebook et le lien YouTube que vous avez. D'ailleurs, j'invite beaucoup de personnes d'ailleurs à aller de temps en temps regarder pour apporter bien sûr leurs critiques sur ce qu'on est en train de faire. Parce que qui n'accepte pas les critiques n'est pas amené à diriger d'autres personnes. Ceci étant, avant de me prononcer sur le dernier mot à l'adresse de la nation, je dirais simplement que je suis content, non seulement de votre initiative, d'être là à répondre, à apporter quelques éléments aussi pour notre pays. Chacun de nous doit contribuer à l'émergence de notre pays, à l'édification de cette nation. J'ai dit bien chacun de nous, chaque fils de la Guinée. Nous, le MNG, dont je suis le président fondateur, le but, comme je ne cesse de le rappeler, c'est de fédérer les intelligences de quelque bord ethnique que ce soit. Tous les fils des Guinées, à travers le monde, sont invités à venir autour de ce mouvement, apporter leur contribution pour que l'on puisse faire avancer notre nation. C'est notre devoir. Si on ne le fait pas, c'est d'autres personnes qui le feront à notre place. Maintenant, pour conclure, je ne vais pas être long, pour ne pas qu'on pense qu'on est des donneurs de leçons, bien sûr. On ne va pas être des donneurs de leçons, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Mais j'invite les jeunes des Guinées à garder l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Il faut qu'ils continuent à garder l'espoir et surtout d'éviter la manipulation à connotation ethnique parce que c'est très très dangereux. Il ne faut jamais accepter les dires des politiciens qui cherchent à mélanger les uns et les autres pour leur intérêt égoïste. Il faut qu'on évite cela. La division de toutes les histoires que toi et moi, M. Thomas, on a eu à lire à l'école, nos grands rois qui
qui sont passés, c'est toujours l'homme noir qui trahit son frère. C'est toujours l'homme noir qui tue son frère. C'est toujours l'homme noir qui fait du mal à son prochain. Il faut que ça cesse. Il n'y a aucune usine de fabrique. Je m'excuse si je suis un peu calme. Il n'y a aucune usine de fabrique d'armes en Afrique. Mais c'est toujours les Africains qui sont derniers. On donne l'arme à son frère pour aller tuer son frère. C'est la plus grande question qu'on doit se poser. Est-ce cela est normal? On est appelé à mourir un jour, mais s'il faut mourir de la sorte, qu'on me donne une arme pour aller tuer mon semblable, je dirais non. Je dirais non. Les gens cherchent le pouvoir, il y a d'autres qui ne pensent pas à la mort. Mais les grands chefs sont passés. Il y a d'autres qui ont fait le monde d'aujourd'hui. Ils appartiennent à l'histoire. Donc faisons attention, la jeunesse guinéenne. N'acceptons pas la division. N'acceptons surtout pas que cet élément de manipulation à base ethnique demeure dans notre esprit. Parce que ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Tu as des amis Peul, Maléké, Guerzé, Thomas, Pelé, Baga, Soussou, ainsi de suite. J'en ai pareil. Mais faisons attention. N'acceptons pas la manipulation. Quels que soient les mots qui gangrènent notre société ou notre État, n'acceptons pas la manipulation. Et quant à l'État, je les inviterai aussi pour une seconde fois de mettre les éléments de base, de tout faire. Je les invite, mais je dis bien, je les invite, j'insiste là-dessus, de tout faire pour éviter la division. Mettez les gens qui méritent d'être à la place qu'il faut. Mettez les gens qui méritent d'être à la place qu'il faut. Ne privilégiez pas l'ethnie. Parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Et ça crée ce qu'on appelle la frustration dans d'autres camps. Les intellectuels en Guinée, il y en a. Il y en a, des intellectuels. Donc, réunissons-nous autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la nation. Et la nation a besoin de tous ses fils, ses filles. Évitons la division. Sortons de ça maintenant. Ça n'a fait que trop durer. Ça n'a fait que trop durer pour l'Afrique en général. Et ça n'a fait que trop durer pour la Guinée. C'est ce que je peux dire. Je vous remercie, M. Thomas. Voilà, merci M. Bangoura Rigobert Paniva. C'est sur les dires de M. Bangoura Rigobert qu'on va vous quitter, mesdames, mesdemoiselles, auditeurs, auditrices, en vous disant, quelle que soit votre circonstance, quels que soient vos problèmes, gardez espoir et surtout s'aimer la confiance, que ce soit dans votre vie quotidienne, quoi que vous entrepreniez dans la vie sociale, cherchez la confiance. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Et quant à vous, M. Bangoura, merci pour les réponses que vous avez apportées à notre chaîne YouTube. Et merci pour votre temps. Et merci pour les conseils que vous prodiguez pour notre belle nation qui est la Guinée-Conakry. Je vous remercie, M. Thomas, et à bientôt. À bientôt. Merci.